Je vais commencer à travailler en freelance et je vais devenir riche. Le créateur de magazines sur l'environnement à développeur web, puis fondateur de la startup Coincoin, Ralph a transformé chaque étape de sa vie en tremplin. Dans cette interview, il nous ouvre les coulisses de son parcours avec sincérité, passion et une vision qui inspire. Donc bonjour tout le monde, là aujourd'hui, vidéo un peu plus immersive dans la vie de Ralph, fondateur de Coincoin. Un grand merci déjà premièrement pour ce que tu fais, parce que honnêtement, et j'ai agréablement apprécié. Pour toutes les personnes qui ne savent pas qui est Ralph, je vous invite à suivre la vidéo que nous allons mettre soit ici ou ici, qui présente un petit peu l'activité de Ralph. Donc aujourd'hui, Ralph, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Alors mon nom c'est Ralph Lionfond, je suis product designer dans une boîte tech ici à Cotonou et accessoirement, j'ai une petite entreprise qui est dans le secteur du divertissement, Coincoin Vélo, et nous organisons aujourd'hui des balades à vélo. Nous faisons de la location de vélo à Cotonou. Ok Ralph. Dans un premier temps, ce que j'aimerais bien, c'est que tu nous expliques un petit peu ton parcours. Pourquoi? Parce que j'aimerais bien que tu nous parles d'abord de ton enfance, où tu as grandi, ce que tu as fait, et ensuite on avancera un petit peu pour comprendre comment t'es venu l'idée de créer Coincoin. Je suis de Porto Novo, j'ai grandi là-bas, mes parents ont déménagé, ils habitaient avant à Cotonou et ils ont déménagé quand j'étais très jeune. Je pense que j'avais probablement dans les 2-3 ans quand ils ont déménagé à Porto Novo. Et voilà, j'ai fait toute mon enfance jusqu'à l'obtention de mon bac à Porto Novo. Et j'étais un enfant turbulent, j'aimais découvrir et surtout j'aimais casser dans le sens de ouvrir tout ce que je trouvais comme appareil, que ce soit électronique ou mécanique. J'aimais savoir comment fonctionnaient les choses. Donc jusqu'à aujourd'hui, mon père m'en veut encore parce que je crois que j'ai dû casser une télé, un ordinateur, quelques DVD parce que je voulais juste découvrir ce qu'il y avait à l'intérieur. Donc globalement, j'aimais découvrir et comprendre comment fonctionnent les choses. Et donc du coup, ton parcours scolaire, il était en adéquation avec ton envie de bricoler ou pas? J'ai été premier de la 6e jusqu'en 3e. Et là, après mon BEPC, et quand j'ai rejoint la seconde, donc le lycée, là, j'ai découvert les ordinateurs. Donc, j'ai découvert les ordinateurs, j'ai eu mon premier ordinateur vers la seconde première. Et ce monde de création-là que j'avais en physique, j'avais découvert tout un monde digital grâce à ordinateur et Internet. Et c'est fini. C'est là où j'ai commencé à m'intéresser à la programmation. T'avais quel âge quand t'as commencé à toucher à la programmation? La première fois, c'était d'abord en 3e, bien avant mon ordinateur. Donc, j'avais fait des recherches sur Internet et j'étais tombé sur des cours de programmation. Il y avait un site en temps qui était très célèbre, le site du zéro. C'était là qu'on apprenait la programmation. Tous ceux qui sont en tech aujourd'hui connaissent le site du zéro. C'était ça, l'ancêtre en fait des tutoriels français de programmation. J'ai commencé réellement à créer des trucs quand j'ai rejoint la seconde. De seconde en première, j'ai commencé vraiment à bricoler, créer des petits logiciels. Et ouais, c'est là que j'ai commencé à nourrir une certaine passion pour la tech. Parce que ça me permettait en fait de nourrir ce besoin-là que j'avais de créer, de faire quelque chose de moi-même, de créer. Ok. T'as continué les cours jusqu'à quel niveau? Ok, donc j'ai eu mon bac. Okay. Après avoir eu mon bac, on m'avait choisi en environnement. Ah, parce qu'il y avait la bourse. Oui, il y avait la bourse. J'ai fait 3 ans de licence en sciences de l'environnement. Et j'ai quand même aimé. C'était un secteur où il fallait découvrir aussi. On allait souvent en nature et tout. Il y avait pas mal de systèmes. Et ouais, j'ai apprécié quand même cette période-là. Et dans le même temps, en fait, je continuais toujours à faire mes recherches en informatique, à m'intéresser à la programmation et tout. J'ai décidé de lancer un magazine en ligne qui parlait d'environnement. Ok, le magazine, tu l'as créé, t'avais quel âge exactement? J'étais en 2e année, donc j'avais 19 ans. Et ce magazine-là, il est toujours accessible? Non, il n'est plus accessible depuis un bon moment. Donc j'avais réuni quelques amis dans une salle, j'avais écrit un pitch, avec fait un PowerPoint, je leur présentais comment on allait faire ça et pourquoi l'argent n'était pas important pour l'instant et que l'argent va venir après. La plupart de mes camarades, eux, avaient commencé un stage. Moi, je voulais pas faire de stage en environnement. Je voulais vraiment tout faire pour trouver une manière de continuer en tête. Donc j'ai dit, je vais double down sur le magazine et cela va peut-être me permettre de, même si je ne produirai pas des articles, parce que je ne veux pas devenir rédacteur web, mais je vais essayer de tout faire pour faire connaître le magazine et faire un joli magazine, un magazine accessible en ligne. Donc, c'était ça. Et dans la même période, j'avais participé à une conférence, en fait, en tech. Et j'avais découvert tout un monde autour de la tech. J'avais découvert d'autres développeurs, j'avais découvert de nouveaux métiers. Et là, je disais, bah, c'est là où je veux être. Parce que quand je participais à ces conférences-là, je rencontrais des gens qui arrivaient à avoir de belles discussions avec moi. Et donc, il y a une conférence en particulier, c'était le DevFest. C'est organisé par la communauté des développeurs Google ici. À Cotonou? Oui, à Cotonou. Et donc, je pense que c'était en 2015, j'ai participé. Et il y avait un talk particulier qui m'avait intéressé. C'était fait par un designer qui s'appelle Roland Boubadji. Et ça parlait de design
UX, UI, donc le design d'expérience utilisateur. Et donc quand j'avais regardé ça, j'ai dit, ouh, ça c'est super intéressant. C'est ce que je veux faire. Donc c'est là où j'ai eu le déclic sur ce qui va devenir mon métier aujourd'hui. Ok. On était en 2015, je pense septembre, et dès que j'ai pris cette décision, j'ai dit, je vais devenir le designer UX UI de mon magazine. Et ça va me permettre d'avoir un portfolio solide pour trouver un boulot plus tard. Je vais commencer à travailler en freelance et je vais devenir riche. Et alors, du coup, comment ça s'est déroulé après? Donc, en partant de là, j'ai mis à exécution mon plan. Donc, j'ai réuni mon groupe de base, le groupe qui travaille sur le magazine. Je les ai réunis de nouveau. J'ai dit, on va essayer de poursuivre, malgré que bon, on est occupé à chacun, quelques-uns avaient un stage et tout. On va essayer de poursuivre. Et comme j'étais boursier, il y avait encore un peu d'argent qui restait de la bourse. Donc, j'ai dit qu'on va prendre un espace. Donc, on a pris un espace de coworking qui venait d'ouvrir. Ça s'appelait Solidarity, voilà, le nom de l'espace. Et ça venait d'ouvrir. Et nous, on est allé là-bas. On a demandé à prendre un espace, un open space, là. Et j'ai payé pour tout le monde, avec l'argent de la bourse. J'ai acheté une cafetière, une petite cafetière, parce que je disais, ouais, start-up, on allait faire un truc, on allait changer le monde. Bref, ce qui s'est passé avec le temps, c'est que, le magazine ne produit pas d'argent et tu as que des étudiants qui viennent de finir, qui sont fauchés, qui travaillent dessus. Donc chaque personne a commencé à se rendre compte que la vie d'adulte, c'est la vie d'adulte. Et du coup, les gens ont commencé à déserter, certains ont commencé à se chercher. Vous étiez combien au début? Je pense qu'on était 6 ou 7. Ok, au bout de 6 mois, vous étiez combien? Je pense qu'il restait plus que 3 personnes. Et au bout d'1 an? Il restait plus de magazine. Disons, 6 mois après qu'on ait commencé tout ça, moi j'étais totalement fauché. J'étais à Cotonou, j'avais pas d'entrée d'argent. Les parents aussi, ils me donnaient juste l'essentiel pour vivre. Et alors que je faisais des dépenses, je me déplaçais beaucoup et tout. Donc, j'ai pris une décision, j'ai dit, ce qu'on va faire, c'est que je vais mettre un peu en pause le magazine. Et donc, je vais rentrer à Porto Novo pour pouvoir réduire mes dépenses et vivre avec les parents. Donc, je prends cette décision. Je me rappelle, il y avait un jour spécifique où j'avais plus rien du tout. Et je devais aller à l'espace de coworking. Quand j'y étais allé, Momo venait de commencer et j'avais 400 francs sur Momo. Et pour moi, à l'époque, je ne pensais pas qu'on pouvait retirer directement 400 francs, en fait, au niveau des guichets. Donc, j'essayais de trouver quelqu'un à qui j'allais faire un transfert de 400 francs pour qu'il me donne les 400 francs cash. Et spécialement ce jour, il y avait personne. J'avais juste les cafés qui restaient. Donc, j'ai pris du café sur toute la journée. Et c'est là que je me suis rendu compte, non, tu peux pas continuer comme ça. Attends, je suis pas... Et je me rappelle que le jour là, je devais rentrer, j'avais plus d'essence dans la moto. Et donc, qu'est-ce que je faisais pour démarrer de là où j'étais? J'avais démarré un peu. Et en avant, j'ai éteint la moto. J'ai tiré sur une certaine distance. Et mon objectif, c'était de m'assurer que quand je rentrais à la maison, que je ne tirais pas la moto. Je devais être en train de conduire la moto. Donc, j'ai tiré, en fait. À l'aller, au début plutôt, de la course, pour à la fin. Vers la fin, en fait, j'ai démarré la moto, je suis rentré chez moi. C'est là où j'ai vraiment pris la décision, je rentre à Porto. Donc, j'ai appelé mon père, je lui ai expliqué que, quand je lui avais menti que je faisais un stage en environnement, qu'il me colle un peu la paix, parce que lui veut que je continue là-bas et tout. Et donc, quand je suis rentré, j'ai dû dire la vérité, que je faisais pas de stage, je travaillais sur mon magazine et tout, et que finalement, ça marche pas, mais je vais rentrer, je pense avoir trouvé une certaine passion pour le design, et que je vais travailler en freelance. Donc, pendant toute cette période-là, je l'ai convaincu que bon, l'argent de poche que tu me donnais, on va investir ça dans Internet. Donc, on va prendre Internet illimité à la maison et tout le monde pourra l'utiliser. Donc, je l'ai convaincu de ça. Donc, on a pris Internet et là, moi, j'ai commencé à prendre des cours en ligne chez moi et je m'étais enfermé. Je travaillais. Et c'est des cours en ligne sur quoi? Sur le design. C'était principalement sur le design. Ok. Et t'avais aucune expérience dans le design? Bon, pas d'expérience professionnelle. C'était juste en travaillant sur mes propres projets. J'avais déjà commencé à travailler sur mes propres projets, sur le magazine par exemple, et même dans la période où j'étais dans l'espace de coworking, j'avais rencontré des gens qui m'avaient demandé en fait de faire certaines choses. Et c'est tous ces éléments-là qui ont constitué mon premier portfolio. Donc quand j'étais à la maison, je continuais à faire mes trucs sur le design et à en savoir plus sur le freelance, comment ça marchait, comment se faire de l'argent dessus. Et un jour, mon père, après 1 mois et demi, il disait bon, tu traînes trop à la maison, c'est pas ce que tu fais et tout. Débrouille-toi, je veux plus te voir à la maison. Du coup, j'ai commencé à chercher un stage et il s'est avéré que quelqu'un que j'avais rencontré dans l'espace de coworking où on était m'avait remis une carte pour travailler, pour me montrer là où il travaillait. Ça s'appelait Atelier Pan. C'est juste à côté là. On est à côté là. C'est juste en face de Nana Wax. Donc c'est une agence de graphisme, de design et tout. Et donc quand moi j'avais vu la carte, j'avais bien kiffé leur carte. C'était joli. Et donc j'ai dit ok, je vais demander s'ils ont besoin d'un stagiaire. Donc je cherchais un stage comme ça. Je lui ai écrit. Il m'a dit ah ouais, mais c'est sympa. On est en train de recruter actuellement. On aimerait quelqu'un. Donc en 2-3 jours, j'avais fait rapidement un portfolio. J'ai designé mon portfolio, j'ai mis les expériences que j'avais faites avant là, j'ai présenté. Ils ont kiffé. Ils ont dit passe en entretien le lundi qui suivait. Je suis venu en entretien et là ils m'ont dit ouais, on apprécie bien ton profil. Est-ce que tu peux commencer demain? Ah. Et voilà.
Comme ça, j'ai été recruté pour mon premier boulot dans le secteur du design. Ok. Donc là, j'imagine que tu t'es formé, tu as pu commencer à te professionnaliser. Tu l'as gardé combien d'années ce boulot-là? Moi, de mon côté, je voulais faire du design, principalement sur les interfaces, les sites web et tout. Et j'en faisais pas beaucoup. On a fait quelques projets comme ça, mais on n'en faisait pas beaucoup. Donc, en fonction de tout ça, j'ai donc décidé de commencer à chercher une autre boîte où je pourrais réellement faire ça. Et je n'appréciais pas forcément aussi le truc là, le monde de l'agence. Je voulais une boîte produit là où on était concentré sur un produit. Donc, on est en 1 an et demi, donc on est en septembre, donc disons vers août 2018. Et là, j'ai commencé à chercher mon prochain emploi. J'ai commencé à chercher, j'ai fait quelques recherches et il y avait un de mes amis qui m'a dit que pour sa boîte, il recrutait un designer en freelance pour un projet spécifique. Donc, j'ai voulu prendre le projet là et j'ai vu la boîte et tout. Et je leur ai proposé en fait on avait des congés chez mon boulot. Donc pendant ces congés-là, j'ai dit je vais travailler de là, pendant ces congés-là, et travailler sur le site web. Et en fait, j'ai fait 2 jours là. Et j'ai envoyé un mail. Démission. Pas encore ma démission, j'ai envoyé juste un mail au owner de la boîte en question là, la nouvelle boîte là. Et je leur ai dit, j'aime bien l'ambiance, votre ambiance de travail et tout. Et je pense que mon prochain poste sera ici. J'ai pas encore fini le projet sur lequel on est, mais je suis sûr que quand je vais finir ce projet-là, on va bien s'entendre et on va pouvoir collaborer, faire un truc là pour la suite. Et en fait, on s'est séparés comme ça. Et quelques temps après, ils avaient des congés. Ils devaient participer à un événement au Nigeria. Et donc, j'ai dit, j'ai pris des congés chez moi. Je les ai suivis au Nigeria. Et c'était quand on était au Nigeria qu'on a fait mon entretien pour que j'intègre leur entreprise. Donc, j'ai vu comment ils travaillaient. On a beaucoup discuté. Et là, vers octobre, je venais de signer mon contrat pour la nouvelle boîte. Et là, la boîte avec laquelle tu travailles, c'est la boîte dans laquelle tu es actuellement? Exactement. Donc là, je suis en train de faire pratiquement 6 ans. Je suis en train de faire 6 ans avec eux cette année. Je vais te poser une question. Parce que du coup, tu n'avais pas vocation à être entrepreneur ou à créer des startups. Mais comment t'es venu l'envie, tout simplement, de te lancer? J'aime résoudre des problèmes. Et je pense que c'est ça qui a fait que, au cours de ma vie, à chaque fois que j'avais un petit problème, j'essayais de trouver une solution. Et Coin même, en fait, c'était juste une réponse à un problème que j'avais, qui est finalement devenu une entreprise, en fait, en fonction de la réponse qu'a suivi la solution que moi j'ai proposée. D'accord, parce que en fait, Coin, si je comprends bien, tu as commencé à créer Coin parce que tu avais un problème. Quel était le problème? Alors, j'ai intégré ma nouvelle boîte, celle dont je viens de parler, et j'étais passionné et il y avait de réels challenges. Donc j'étais à fond dans mon travail. Ce qui a fait que j'ai commencé à négliger en fait le volet social de ma vie. Ça fait que j'avais plus le temps de rencontrer de nouvelles personnes. Je ne sortais plus. Et donc à un moment de ma carrière là, on a voulu recruter du monde. Et quand on dit souvent recruter, bon, on peut juste poster des annonces, mais c'est aussi important de regarder dans son entourage qui est-ce qui pourrait venir travailler avec toi. Et donc là, moi j'ai essayé de regarder dans mon entourage. Il y avait personne, je connaissais personne. Je n'arrivais plus à participer aux événements et tout. Et donc je me suis dit, faudrait que j'essaye de connaître du monde. Donc pour connaître du monde, dans la période, je venais d'acheter un vélo. Et donc avec le vélo là, je me suis dit, je vais inviter des amis et on ira faire du vélo ensemble. Et eux aussi ils vont inviter leurs amis. Donc c'était parti sur ça que j'ai décidé de créer en fait une balade à vélo nocturne parce que c'était le moment où j'avais le plus de temps dans la période. Et c'était comme ça, c'était une balade samedi, c'était à 22h. Et tu viens et tu invites tes amis. Et ensuite, quand vous venez, on louait les vélos chez quelqu'un qui vendait des vélos à Zongo. Donc, c'était juste comme ça a commencé. Il n'y avait pas de frais supplémentaires, les gens payaient juste la location du vélo chez la personne. Et moi, j'essayais, il n'y avait même pas d'itinéraire, il n'y avait rien. On se baladait juste au feeling. Entre amis. Entre amis, c'était ça. Donc, ça avait commencé comme ça. Et à un certain moment, donc disons 6 mois après, donc là, on était en 2022. Je pense que la première balade, c'était avril. Donc 6 mois après, environ vers août, disons 4 mois après, environ vers août, il commençait à y avoir beaucoup de monde et il y avait une balade où je connaissais personne. Ah yes. Oui, je connaissais personne. Et donc, c'est lors de cette balade-là, spécialement, que je me suis dit, ça commence à me prendre dans mon temps. Et ouais, enfin, les gens seraient prêts quand même à payer pour ça parce que ça veut dire que des gens qui ne me connaissent pas aiment ça. Et donc, c'est ça qui m'a amené à dire, on va commencer à faire payer les gens pour ça. Donc, on a commencé à faire payer des frais supplémentaires sur la location. Quand tu dis on, c'était avec qui? Généralement, je dis on dès que je commence à parler de Coin parce que je considère Coin comme une entité qui peut grandir et qui ne dépend pas forcément de moi. Mais oui, c'était juste moi à cette période-là. Et oui, je commençais déjà à voir Coin comme ça pourrait devenir quelque chose. Ah oui.
Ça va devenir. Pas de raison. Et donc, du coup, ta première, on va dire, balade Ouais. avec que des personnes que tu ne connais pas. Premier choc, tu t'es dit là, ok, j'ai quelque chose, il faut que je commence à professionnaliser. Exactement. Ok. Donc, avant ça, je commençais déjà à professionnaliser un peu parce que avant ça, on avait déjà des gilets. Il y avait déjà des gilets fluorescents pour la sécurité et tout. Mais c'est vrai qu'il n'y avait pas encore de phare ou feu arrière parce que bon, on était juste entre nous. Donc, c'est à cette période-là que oui, j'ai commencé à faire attention à, ok, il faut ajouter les casques, il faut ajouter, enfin, il faut faire très attention à la sécurité, il faut travailler les trucs là, Itinéraire. les itinéraires à l'avance. Et c'est aussi à cette période que, comme il commençait à avoir du monde, c'était difficile de gérer la réservation avec les payés par Momo. Moi, je vais consulter la liste des Momo, de ceux qui ont payé et tout ça. Donc, c'est là que j'ai mis en place la plateforme de réservation. C'était à la même période. Ok, sinon avant, il n'y avait pas de plateforme. Non, il n'y avait pas encore de plateforme de réservation. Et j'imagine que ton expérience en informatique t'a permis Oui, de travailler très vite. essentiellement sur l'ergonomie. Exactement. Ok. Exactement. Ça, c'était très vite fait et tout. Et la plateforme de réservation aujourd'hui n'a pas vraiment beaucoup changé. Donc, dès le premier coup, on avait une expérience de réservation assez simple, fluide et ergonomique. Ok. Et c'est vrai que l'expérience client, ou le retour, à mon avis, de tes clients, Mhm. est plutôt positif. Oui, les gens, enfin, ça fait partie de une des pages de réservation que les gens aiment parce que c'est simple et efficace. Parce que généralement, beaucoup de personnes ne prennent pas de réservation, un peu comme les sites de e-commerce, parce que c'est ce qu'il y a de plus accessible. Mais comme chez nous, on a construit tout de A à Z, ça permettait d'avoir une expérience plus simple. Tu as eu ta première équipe de 10. Tu avais combien de vélos à l'époque? Donc, à l'époque, j'avais pas encore de vélo. Je continuais toujours de faire louer les vélos chez quelqu'un. Ok. Et là, maintenant, si on fait un bon un an plus tard, un an et demi plus tard, quoi, on va dire maintenant, Ouais. tu as combien de vélos? Donc là, on est en train d'approcher, je pense qu'on a déjà atteint les 50 vélos. Ouais. Ok. On a déjà atteint les 50 vélos maintenant. Acheté ou que tu loues? Non, acheté. Donc, C'est- on a une flotte propre à nous de 50 vélos. Ok. Là, actuellement. On avait commencé, je pense, le premier vélo que j'avais acheté devrait remonter vers septembre 2022. Et ensuite, chaque mois, en fait, dès que moi je recevais mon salaire, il y avait une partie qui allait directement dans les vélos. Ok, donc du coup, c'était en fonds propres au début. Oui, c'était en fonds propres jusqu'à un certain moment, jusqu'à ce que, en fait, au départ, je vais pas dire que je faisais une vraie séparation des finances. Donc, quand moi je mettais mon argent dans les vélos, dès que moi j'avais besoin d'argent, je prenais dans l'argent que je gagnais à coin directement. Donc, ouais, mais pendant un certain moment, oui, je pense que les 15, je vais même dire les 20 premiers vélos étaient directement en fonds propres. Et par contre, la stratégie était de trouver un circuit où pouvoir avoir les vélos le moins cher possible. Et c'était là, on avait commencé à travailler avec les gens qui importaient les vélos usagés de deuxième main. Et quand on essayait, on avait trouvé un circuit où les gens importaient dans des conteneurs beaucoup de vélos. Et on arrivait à dénicher certains vélos qui nous revenaient assez moins cher. On essayait maintenant d'upgrade, améliorer le look visuellement, des fois repeindre. Et des fois, on travaillait aussi sur les pièces. Des fois, il y avait des pièces manquantes, donc il fallait ajouter de nouvelles pièces. Au début, tu avais que toi et tes amis. Ensuite, vous avez un premier groupe de 10. Ouais. Quel a été le groupe le plus grand que tu as eu maintenant? Là, je pense qu'on a fait une balade là où on était 36 ou 37. 37. Ouais, 37. Ah oui. Donc on avait 37 vélos qui roulaient en même temps. Et alors, vous avez réussi à gérer? La première fois qu'on a atteint la barre des 30, c'était un peu compliqué. Mais une fois qu'on l'a atteint une première fois, bon, quand on est revenu, après chaque balade, on fait des débriefs. Donc on a mis en place ce qu'il fallait. Donc on a augmenté le nombre d'hôtes. Les autres, en fait, c'est ceux qui nous accompagnent pendant les balades, donc un peu comme des superviseurs. Donc on a augmenté le nombre d'hôtes qu'on avait. Et oui, là maintenant, on gère mieux. On a des process en place. Comment traverser la route, comment les autres se positionnent, comment créer des groupuscules, comment gérer les personnes qui sont super lentes. Des fois aussi, on a des fois, par exemple, 30 personnes ont réservé. Tu as 10 qui vont venir en retard. Genre, quand je dis en retard, c'est en retard au point d'empêcher, enfin, de faire vivre une mauvaise expérience aux autres. Donc, on a créé un système de différé où on a un deuxième groupe qu'on appelle le groupe des retardataires, qu'on met en place dès qu'on commence à sentir qu'un certain nombre de personnes n'est pas encore là. Et on fait partie du premier groupe d'abord. Ok. Et ensuite, eux, ils vont apprendre un circuit un peu plus court pour qu'à la fin, en fait, à la pause, tout le monde se rejoigne à temps. Et c'est quoi maintenant les objectifs pour plus tard? Les objectifs pour plus tard, c'est déjà d'améliorer nos process en interne. On veut être sûr d'avoir des process solides pour faciliter la phase de croissance. Donc, il sert à rien maintenant de dire que on va peut-être acheter 50 vélos de plus, investir beaucoup plus dans la com pour qu'il y ait beaucoup plus de personnes qui participent. Parce que si on le fait et qu'on n'a pas quelque chose de solide, les gens vont venir et vont commencer à vivre une mauvaise expérience. Donc, l'important, c'est que tous nos process qui existent là maintenant doivent être simplifiés pour que ça demande moins d'efforts.
Comme ça, quand on va commencer à grandir, on n'aura pas forcément besoin de recruter encore plus de personnes ou les former encore plus. Donc c'est sur ce travail-là qu'on est actuellement. Simplifier les process, automatiser ceux qui peuvent être automatisés, de manière à ce que celle qui travaille là actuellement, Colombe, notre chargée des opérations, n'ait pas besoin de gérer tout et que tout ce qui peut être géré par une autre personne, par exemple un étudiant qui fait peut-être un job d'étudiant ou qui est là juste en part-time en fait, puisse gérer cela. On a aussi pour objectif de pouvoir augmenter nos offres. Donc augmenter nos offres, c'est actuellement on propose uniquement des balades à vélo et de la location de vélo. On a beaucoup investi dans les balades à vélo parce que c'est sur ça qu'on communique le plus. Mais sur le long terme, ce qu'on aimerait, c'est que les gens eux-mêmes créent leur propre balade. Et nous, qu'on soit juste en fait des opérateurs logistiques qui mettent tout à leur disposition pour tenir leur balade et aussi promouvoir leur balade. Je prends un exemple encore plus simple. Tu as peut-être un groupe d'amis, donc je suppose que tu es dans une association ou quelque chose et tu as un groupe d'amis ici à Cotonou et tu veux leur proposer un moyen de se distraire et tout. Donc tu peux venir chez nous et créer une balade, donc totalement en ligne, hein. Tu viens sur notre site, tu fais créer une balade, tu mets le nombre de personnes que tu veux et tu mets aussi le tarif que tu veux. Donc en fait, tu peux faire payer ceux qui vont participer à ta balade, tu peux les faire payer un peu plus que ce que tu nous payes à nous. Donc nous, on va te dire, si c'est 30 personnes et ça va te coûter peut-être 100 000 francs, on va te dire, ok, c'est 100 000 francs, mais toi, tu peux dire, non, bon, moi, je veux faire payer peut-être 10 000 par personne parce que avec ma balade, je vais ajouter d'autres éléments, je vais ajouter un petit cocktail, je vais ajouter des activités. Et donc, tu crées en fait ton activité customisée et quand tu finis ta création, tu as une page de réservation que tu peux partager avec tes amis. Quand eux, ils réservent, nous, on collecte l'argent, on te prépare tout et on te remet en fait la différence de l'argent pour que toi puisses faire le reste. Donc en fait, on veut créer cette expérience là où chaque personne se sert elle-même en fait à travers créer elle-même sa balade chez nous. En dehors de cela, on veut commencer à créer ce qu'on appelle les points kiosques. Le principe des points kiosques, c'est des petits points qu'on va mettre à certains points stratégiques de la ville de Cotonou. Donc là, on est en train d'envisager la corniche. On est aussi en train d'envisager la route des pêches. Là où on va mettre des petits points, des petits kiosques de loisirs. Ces petits kiosques de loisirs, ce sera des éléments que les gens pourront louer des vélos là, louer un skateboard, louer des rollers, louer des petits, par exemple, pour aller aller à la plage et canne à pêche. Oui, des cannes à pêche, des jeux de plage pour les enfants, des petites trottinettes pour les enfants. Donc en fait, c'est créer ces petits centres là où les gens pourront facilement louer du matériel pour se distraire en plein air. Donc notre objectif, c'est de prendre l'expérience qu'on a acquise avec Point Vélo sur comment faire que les gens puissent se distraire à travers des interactions sociales et qu'ils mettent de côté leur téléphone, qu'ils n'aient pas besoin de se saouler la gueule avant de s'amuser. C'est utiliser toute cette expérience-là et commencer à agrandir le vecteur et ne pas juste utiliser le vélo, mais utiliser d'autres éléments. Après, je vais te faire un retour moi sur ce que j'ai eu lorsque j'ai eu à faire mon petit tour, ma petite balade. Oui. Mais avant ça, je vais aussi préciser, parce que c'est vrai que tu es quelqu'un de finalement très humble, mais tu ne le dis pas, mais c'est aussi de la cohésion d'équipe, parce que tu as travaillé avec Sofitel. Oui. Ça veut dire que tu as travaillé avec Sofitel pour justement créer une certaine cohésion d'équipe. C'est-à-dire que toutes les sociétés qui veulent tout simplement divertir et créer une cohésion d'équipe avec leurs salariés, Coin, c'est aussi la bonne adresse. Exactement. Donc, on a eu par le passé à travailler avec des entreprises comme tu l'as dit, le Sofitel, le cabinet d'architecture Coffier Diabaté. On a travaillé avec un autre cabinet d'architecture CoBlock. On a travaillé avec l'entreprise Tech Easy Change. Donc, on a eu déjà travaillé avec des entreprises qui viennent chez nous et qui veulent profiter de l'expérience sociale, interactive et divertissante, en fait, de faire du vélo en groupe. Et tu vois, c'est important de le dire. Parce que en même temps, finalement, c'est ouvert pour tout type de public. Exactement. Et moi, honnêtement, quand j'ai roulé, premièrement, j'ai été agréablement surpris parce qu'il y a des rues, pourtant je vis ici depuis plusieurs années, hein, il y a des rues que je n'avais jamais vues aussi vides. C'est ça. Tu m'as fait découvrir des rues avec, j'ai envie de dire que un ou deux véhicules. Et franchement, j'ai trouvé ça super agréable, sécurisant. Le fait d'avoir des autres, c'est-à-dire qui encadrent finalement les premiers comme les derniers du peloton, eh ben ça permet de pouvoir être finalement en toute sécurité, de se dire que quoi qu'il arrive, on retrouvera le troupeau. Ouais, exactement. Après, j'ai bien aimé ce que tu as décidé de mettre en place, c'est-à-dire pendant les petites pauses, des jeux. Oui. Parce que ça aussi c'est bien parce que du coup, on se connaissait pas tous. Mais à la fin, on a fait des rencontres. Moi, j'ai pu parler avec des personnes. J'ai même échangé des numéros de téléphone. Et en fait, c'est pour moi ce genre d'activité qui me manquait aujourd'hui au Bénin. C'est-à-dire que, comme tu l'as dit, c'est vrai, tu sors boire, ça va un moment. Moi, personnellement, je bois pas d'alcool, c'est-à-dire que je suis là avec une pause gazifiée, et je m'embête un peu. C'est vrai. Mais maintenant, quand tu es dans ce genre d'activité, là, tu es plus naturel.
Voilà. T'es plus safe. Il n'y a pas de masque. Voilà, exactement. T'as pas le superflu. Exactement. C'est-à-dire que t'as pas tout ce qui est maquillage, t'as pas, tu veux pas montrer que, de toute façon, tu ne peux pas. On est en vélo. C'est ça. Et les vélos, c'est toi qui nous les donne. C'est-à-dire qu'au final, on est là, et après, quand on communique, ben, on apprend à communiquer entre nous, on apprend à se connaître. C'est ça. Il n'y a pas d'influence extérieure qui peut nous dire oui, un tel c'est un tel ou un tel. On n'a pas le temps pour tout ça. C'est ça. Et franchement, c'est ce que j'ai trouvé de très agréable. C'est ça. Et c'est réellement, tu vois, tout ce sentiment-là que tu as, c'est ce qu'on essaye maintenant de produire notre objectif, c'est de pouvoir produire cela ou de rendre cela accessible à grande échelle. Que les gens puissent avoir ce sentiment-là, sans avoir à se demander qu'est-ce que je dois acheter, est-ce que je dois appeler mes amis, ou est-ce que je dois rencontrer de nouvelles personnes. Non, tout ça c'est sur point. Vous venez et vous repartez avec ce sentiment-là d'être comblé d'un point de vue communautaire. C'est-à-dire ce besoin-là qu'on a de découvrir de nouvelles personnes, d'interagir avec des gens, c'est de pouvoir simplifier ce besoin-là. Nous, on prend en charge tout ce qui est la logistique concernant cela. Vous venez juste comme vous êtes et vous repartez comblé. Admettons que tu as des personnes qui sont intéressées par ce projet-là. Est-ce qu'ils peuvent te contacter? Bien sûr. Bien sûr. Là, actuellement, on est vraiment à une étape où on pense qu'on sera bientôt prêt à accepter des personnes extérieures qui décident peut-être de vouloir investir ou qui veulent juste accompagner, voir le projet réussir, même si c'est pas un investissement, c'est juste un prêt parce que vous voulez que ce projet-là réussisse et gagner un peu d'argent, en fait, dessus. Bah, nous, on sera ouvert à cela parce que c'est aussi ça l'entrepreneuriat. L'objectif n'est pas juste de rester tout petit. C'est d'avoir des gens qui croient en la vision, l'ambition et qui partagent les mêmes valeurs et qui ont envie de voir ce projet voir le jour. Ils ont de l'argent, ils n'ont peut-être pas le temps et ils sont prêts à mettre cet argent-là à disposition pour que, voilà, cette vision la voie le jour. Donc, on est totalement ouvert. On peut me contacter ou contacter directement Coin Coin. On a un process qui est en place pour tout ce qui est partenariat, aussi bien juste technique que financier. Okay. Si des gens ont des astuces pour qu'on puisse réellement trouver des financements pour accélérer notre croissance à Coin Coin, bah moi je suis totalement ouvert, que ce soit à travers un appel vidéo, juste des conseils. Je suis très ouvert aux conseils et aux astuces. Et ceux qui veulent aussi directement mettre la main à la pâte et apporter leurs propres capitaux, bah on est totalement ouvert et on est prêt à ce que ce projet aille de l'avant, grandisse et que tout ce que j'ai évoqué comme valeur et comme ambition puisse un jour voir le jour. Et en tous les cas, n'hésitez surtout pas à liker, commenter et partager un maximum la vidéo, histoire de donner beaucoup de visibilité à Coin Coin et à Ralph. Moi sur ce, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Au revoir. Au revoir, merci.